Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Neha Health Education, votre rendez-vous bien-être et développement personnel. Au micro, c'est le Dr Savannah. Aujourd'hui, on parle d'un sujet essentiel pour tout chacun de nous, parfois sans même qu'on en ait conscience, l'impact de nos habitudes quotidiennes sur notre bien-être global. Que ce soit dans notre manière de manger, de bouger, de gérer nos émotions ou de nous connecter aux autres, chaque geste, chaque choix influence notre équilibre social, émotionnel et même spirituel. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité aux multiples casquettes. Coach de vie, psychologue et consultant pour plusieurs entreprises et organisations. Un guide complet pour nous parler d'équilibre, de transformation intérieure et de sens. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez vos cœurs et vos esprits et laissez-vous inspirer. C'est parti pour une conversation riche, authentique et, je l'espère, profondément transformatrice. Chers amis, aidez-moi à accueillir le très estimé coach Seth. Bonjour coach. Bonjour docteur. Avant de donner la parole au coach, je vais y aller directement avec la première question qui va porter sur les habitudes de vie en général. Alors coach, selon vous, quelles sont les habitudes les plus influentes sur notre équilibre de vie au quotidien? Comment vos propres habitudes ont-elles évolué au fil des années? Et y a-t-il une habitude que vous avez adoptée qui a complètement transformé votre bien-être global? La parole est à vous coach. Alors, d'abord, je me sens poussé à parler un peu sur ce que je pourrais appeler l'anatomie ou la physiologie de nos habitudes, c'est-à-dire plus précisément la structure et la nature, la structure et la nature de nos habitudes. Donc, d'abord, comme il y a un adage qui dit que l'habitude est une seconde nature. En principe, nous formons les habitudes et les habitudes nous forgent. Et elles finissent par faire partie intégrante de notre caractère. Et notre caractère devient, en quelque sorte, notre identité. Donc, ce qui veut dire que si nous n'aimons pas le genre de personnes que nous voulons, il faut d'abord décider, le genre de personne que nous voulons devenir et construire des habitudes qui vont nous aider à nous synchroniser, à vivre en adéquation avec le genre de la personne que nous voulons devenir, ça veut dire notre identité souhaitée. Ok. Alors dites-moi, comment est-ce que vos propres habitudes ont évolué au fil des années? Comment? Il y a effectivement, même en relation avec la question de tout à l'heure, c'est que nos habitudes en général sont en rapport avec notre vie quotidienne, notre quotidien. C'est en rapport avec les habitudes le sommeil, l'alimentation, nos interactions sociales, ou bien donc les rapports que nous entretenons avec notre corps sur le plan physique. Et chaque fois qu'il y a un déséquilibre dans ces différents aspects, là aussi il faut ajouter la dimension spirituelle. Quelque part, chaque fois qu'il y a un déséquilibre, ça finit par affecter notre bien-être, la qualité de notre bien-être. Et par exemple, pour ce qui me concerne, je me suis rendu compte que plus tôt dans la vie, c'est comme si instinctivement, j'ai eu conscience que j'allais devenir la personne que je suis aujourd'hui, coach, enseignant, formateur, conférencier. Et j'ai commencé à lire, à me cultiver, à me développer dans les aspects, dans les domaines dans les domaines de ma passion. Et chaque fois, et je dirais que chaque jour, j'ai toujours appris quelque chose qui m'a mené là, ce qui, en quelque sorte, pas même en quelque sorte, mais dans une large mesure, a contribué à mon épanouissement personnel. Donc, c'est comme si votre vie a un sens. Et ça, vraiment, ça a impacté beaucoup mon bien-être
je dirais, spirituel au niveau du sens, mais aussi à motiver toute mon existence. D'accord, d'accord. Dites-moi alors, coach, est-ce qu'il y a une habitude que vous avez adoptée qui a complètement transformé votre bien-être, je dirais, global? C'est exactement ce que je venais de mentionner. Parce que lorsque j'ai découvert, j'étais encore à l'école secondaire, je commençais à me poser des questions existentielles par rapport au sens. C'était comme si mes camarades de classe m'appelaient philosophe pour me taquiner. Mais par après, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de ça. Et puis un ami à moi, à l'école secondaire, m'a dit, écoute, il faudra assumer ça. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Il y a quelque chose en toi, qui va dans ce sens. Et voilà que, instinctivement, je me suis toujours retrouvé en train de lire sur le leadership, le développement personnel, sur l'histoire des peuples et des nations pour essayer de comprendre. Donc, cherchant à sonder les facteurs psycho-socio-culturels qui déterminent les destinées des peuples et des communautés. Alors, et voilà comment je me suis retrouvé dans ce que je fais aujourd'hui. D'accord, c'est pour en fait on m'appelait philosophe. D'accord. Chose que j'aimais pas, même aujourd'hui, je n'aime pas lorsque quelqu'un m'appelle de la sorte, mais petit à petit, j'ai appris à vivre avec. D'accord. Et ce que cela a fait en fait, c'est que je me suis toujours retrouvé en train de faire des recherches. Et cela, ce que ça fait, c'est procure un certain degré de bonheur parce que c'est connecté avec donc le vrai moi. Et ça a vraiment changé ma vie, même l'image de soi, d'accord, l'image de moi-même, la personne de moi-même, ça influe sur même l'estime que j'ai de moi-même. Parce que si tu passes 2-3 ans en train de travailler quotidiennement sur un domaine, tôt ou tard, les gens finissent par se rendre compte que vous êtes performant, d'accord, et les compliments, les retours que vous obtenez influent sur l'image que vous avez de vous-même, de façon positive, et puis alors, ça procure quand même un certain bien-être, voilà. D'accord. Dites-moi, en quoi certaines routines quotidiennes peuvent t'aider à réguler les émotions? Je trouve que si, d'abord, l'être humain est un individu, voilà, à la fois psychologique et physiologique. D'accord. Donc il y a une interaction constante entre le psy, d'accord, la dimension psychologique, et la dimension physiologique et la dimension sociale même. D'accord. Ce qui veut dire que aucun aspect n'est à négliger. D'accord. Une mauvaise alimentation influe sur la qualité de votre santé. D'accord. Un mauvais sommeil, même chose, ou bien un sommeil insuffisant. Donc, une charge excessive de travail aussi influe à la fois sur votre psychique, sur votre dimension psychique et sur votre état physiologique, mais en même temps vous vous retrouvez déconnecté de votre communauté. Donc, d'où alors l'équilibre émotionnel sera en quelque sorte la résultante de tout ça. Donc notre état physiologique influe sur notre état émotionnel, donc mental, et l'inverse aussi se passe. Et en même temps, donc notre intégration dans notre société influe également sur notre bien-être, l'image que nous avons de nous-mêmes. Donc ce qui veut dire que si on n'est pas attentif, on risque de se retrouver en train de mener une vie déséquilibrée. Et le plus grand problème est que c'est très subtil. Nous ne parvenons pas à nous en rendre compte. On éprouve un mal-être, d'accord, global, sans savoir pourquoi. Waouh, oh mon Dieu, ça devient tough. Continuons encore sur cet aspect d'équilibre émotionnel. Dites-moi, est-ce que vous avez remarqué un lien entre vos habitudes, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation, l'activité physique,
et votre gestion du stress ou alors de l'anxiété? En tout cas, si pour toute personne qui a expérimenté, prenons par exemple, simplement, pour commencer, le sommeil. Vous dormez tard et vous êtes obligé de vous lever tôt. Je sais que tu aimes le café. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez au travail parce que vous êtes contraint ou contrainte d'arriver à l'heure avec le peu de sommeil, que vous avez eu pendant la nuit. Donc, déjà votre humeur. Et comme vous dites le café, vous allez noyer ou inhiber par le café, d'accord? Et c'est une fatigue que vous accumulez. Donc, c'est du dopage que vous faites, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au travail, vous êtes moins performant, vous êtes stressé, d'accord? Et tout ce mal-être, ok? Toute cette mauvaise humeur influe sur, ou disons même que vous pouvez vous retrouver stressé. Là, on parle du sommeil seulement. D'accord? Et vous commencez à stresser vos collègues. Et votre performance, enfin, votre faible performance commence à affecter la performance de votre équipe. Et si ça se fait régulièrement, vous voyez ce que ça cause. Donc, il y a des conflits au sein de l'équipe. Là, je parle du sommeil seulement. Je suis son aspect sommeil. Et voilà juste comment un simple problème peut générer anxiété, mauvaise humeur, d'accord, et jusqu'à affecter votre vie professionnelle, personnelle, professionnelle, et ainsi de suite. Ah ouais. Donc cela alors c'est aussi valable pour ce qui est de l'alimentation. Il y a des gens qui confondent alimentation mal équilibrée, non équilibrée, avec le manque de moyens. La plupart des gens sont capables de se procurer une bonne alimentation, une alimentation équilibrée. Mais il faut de l'intentionnalité. Il faut être intentionnel. Il faut programmer, il faut planifier, il faut savoir avec les moyens à ma disposition qu'est-ce que je peux m'offrir. Alors, et à la longue, on finit par vivre de façon automatique et inconsciente, répétant les mêmes routines que nous avons vues à notre maman, notre tante. Donc nous faisons que reproduire les schémas que nous avons acquis, que nous avons introjectés. Voilà. C'est trop technique. Mais nous ne faisons que répéter, reproduire les mêmes schémas de vie que nous avons vus depuis notre enfance. Là, vous voyez alors que c'est cette interdépendance entre toujours les dimensions de l'homme. S'il faut envisager l'équilibre de vie, il faut l'approche multidimensionnel. Ok, d'accord. Alors, dites-moi, quelle est la place que vous accordez, disons, à la gratitude, à la méditation, la pleine conscience dans votre routine émotionnelle? La gratitude, la méditation. Je pense que s'il faut vraiment dire une chose importante, vraiment, c'est un fait. It's a fact. C'est un fait de la vie qui est là. Si vous passez votre temps à réfléchir, à ressasser tout ce qui ne va pas dans votre vie, vous pouvez facilement sombrer dans la dépression. Et si vous changez de perspective et que vous mettez à vous focaliser sur ce qui va dans votre vie, les choses au sujet desquelles vous éprouvez de la gratitude, là, effectivement, vous expérimentez donc en état de bien-être intérieur, de satisfaction, d'accord, en état positif. En d'autres termes, je dirais que c'est un antidépresseur.
Ah, d'accord. Donc la gratitude, Oui. c'est un antidépresseur naturel et sans effet indésirable. En fait, tout dépend de la perspective que vous choisissez, ou l'angle dans lequel vous choisissez de regarder, de considérer les choses. Parce qu'aucune personne sur la planète Terre qui peut dire, dans ma vie, tout va à merveille, tout fonctionne parfaitement. Il y a toujours des aspects qui ne sont pas positifs et d'autres qui sont négatifs. Si on se met à nous focaliser sur ce qui ne va pas, effectivement, nous serons remplis de ce qui ne va pas. Et l'émotion que ça génère, ça conduit vers la dépression. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire que, si vraiment nous voulons identifier ce qui va, il y a aussi l'aspect de la méditation. Parce que c'est la méditation, en fait, qui te permet, parce que méditer, en fait, c'est quelque chose étudié. Méditer, c'est étudier profondément. D'accord. Profondément, d'accord? Ça veut dire, vous avez les occasions d'analyser votre vie, de regarder ce qui va, ce qui ne va pas. Mais quand même, vous rendez compte que il y a ce qui va. Et vous vous focalisez sur ce qui va. Mais non, je ne dis pas qu'il faut faire une fuite en avant, qu'il faut un évitement, d'accord, par rapport à ce qui ne va pas. C'est pas ce que je dis là, d'accord? D'accord, ok. On va faire une thérapie naturelle, comme tu dis. Oui. D'accord. On peut aller sur l'aspect social, si on peut y aller. Dites-moi, comment vos habitudes influencent la capacité de vos relations sociales? L'influence de quoi? Les habitudes, je veux dire les habitudes. Comment est-ce que vos habitudes influencent-elles la qualité des relations, de vos relations, des relations sociales? Alors là, ça m'a fait penser immédiatement à des choses, donc, de façon globale, de façon générale. Les tempéraments, d'accord, et les contextes socio-culturels dans lesquels nous évoluons, de façon générale. Par exemple, dans des tempéraments, donc il y a deux grands groupes. Il y a les extravertis et les introvertis. D'accord. Donc, les extravertis sont des gens en fait qui se sentent naturellement portés vers les interactions sociales. Et les introvertis sont des gens qui naturellement se sentent portés vers eux-mêmes, ok, dans une sorte d'isolement social. Ils se coupent du monde, ils sont très confortables, ok, à vivre dans leur monde intérieur. Non, voilà, ce sont les deux tendances. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ok, alors dans des contextes où, je dirais, communautaristes, l'introverti aura tendance à se couper du monde. Mais dans un contexte communautariste, comme de façon générale l'Afrique. Ce qui fera que si il ne fait pas attention, ils se sont tout le temps envahis. Donc, les introvertis sont envahis. Et dans un contexte communautariste toujours, l'extraverti, lui, il a tout le temps d'être avec tout le monde, de participer dans toutes les fêtes, d'accord? Et s'il ne fait pas attention, ok, il ne réalise pas grand-chose dans sa vie. Donc l'introverti se sent envahi, d'accord? Et il va essayer de chercher des moments pour recharger ses batteries, d'accord? Et l'extraverti, lui, il est donc, la vie est très belle, mais c'est un déséquilibre. Maintenant, dans un contexte individualiste,
L'introverti, lui, il va vraiment se complaire. Du moins, la plus forte tendance, c'est de se complaire dans son monde en lui. Ce qui est mauvais. D'accord? Et l'extraverti, lui, va éprouver un mal-être. D'accord? Et voilà alors les deux tendances qui sont là. Donc, vous voyez déjà qu'avec le tempérament de base et le contexte socio-culturel dans lequel on évolue, il y a des ajustements. C'est pourquoi il y a des gens qui subissent des chocs culturels. Bon, j'en ai rencontré dans ma profession, dans mon travail de coach. Et tu trouves que la personne a eu un problème d'adaptation. Surtout lorsqu'il y a changement de société, d'accord? Ou bien encore lorsque donc l'individu se trouve dans une période d'adolescence où il y a à la fois donc la personne ou disons la personne est à la quête de son identité et en même temps il change de culture et il se retrouve en train de chevaucher sur deux cultures alors que même dans le processus de maturation psychosociale l'individu est à la quête de soi-même. Yeah. Ah, d'accord. Ok. Bon. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez eu, comment dire, j'aimerais savoir s'il y a eu des habitudes qui vous ont aidé à développer ou alors à maintenir des relations saines. Ok. Il y a, je dirais que un de mes points forts, même si je parais m'en vanter, chose que j'aime pas, je me souviens, c'était en seconde, à l'école secondaire. Là, j'ai lu un ouvrage de Dave Carnegie, américain, qui s'appelle Comment se faire des amis. Et je l'ai vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé ce livre. Et puis, je dirais que ça m'a aidé en ce qui est de sur le plan de l'intelligence émotionnelle. Là, j'ai commencé à prendre en considération la présence de l'autre et sa sensibilité. Mais non, apparemment je suis extraverti, mais j'ai un côté introverti que beaucoup de gens ne connaissent pas. et des fois, j'aime vivre dans mon monde à moi. Peu de gens pourraient me croire, mais c'est vrai. Ce qui veut dire que je me suis toujours essayé d'aller vers l'autre de façon intentionnelle, surtout là où beaucoup de gens se rencontrent, et surtout avec le caractère cartésien de mon fonctionnement psychique. Ok, c'est comme si je suis tenté de me poser la question, alors pourquoi est-ce que je vais là? D'accord? Et si je trouve pas vraiment que je suis convaincu, j'ai tendance à éviter, à négliger. Alors des fois, je peux me rendre compte qu'il fallait que j'y sois. D'accord? Donc je pourrais dire que l'habitude dans ce domaine qui m'a aidé à développer, c'était la conscience, donc le fait de prendre en considération la sensibilité de l'autre. D'accord? Et si je sens que j'ai heurté sa sensibilité, je fais de mon mieux pour réparer la relation brisée avant que les choses ne dégénèrent. Yeah. Bon, ok. Est-ce que vous pensez que nos choix de vie, le rythme, les activités, le temps passé avec soi-même, seul donc, ou alors le temps passé avec les autres, impactent notre capacité à nous connecter socialement? Beaucoup. Pourquoi? Parce que je parlais de l'interdépendance de nos vies. Si on se coupe du monde, des autres, et qu'on veut vivre dans ce monde à soi, donc on n'est pas loin de déprimer. D'accord.
D'accord? Et aussi, ça veut dire que sur le plan émotionnel, si je ne suis pas bien, pourtant, si je ne me sens pas bien, la tendance est d'intoxiquer les autres, d'accord, ou de me couper des autres, d'accord? Et chaque attitude que je développe à l'égard de mon semblable, je reçois un feedback. Comme on dit en consciousness, ce qu'on s'aime. Et le regard de l'autre influe aussi sur moi. D'accord? Et voilà, on se retrouve dans une spirale, d'accord, descendante ou ascendante. Ça veut dire les choses peuvent s'empirer ou les choses peuvent s'améliorer en fonction du point de départ. Et ce cercle vicieux-là, il faut en être conscient. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Mauvaise alimentation, mauvaise qualité de sommeil, d'accord, ça influe sur notre humeur, d'accord, et puis nous contaminons l'environnement, nous créons une atmosphère émotionnelle autour de nous, d'accord, et les autres, nous, dans la plupart des cas, ok, nous renvoient ce que nous avons semé dans leur vie, et ça continue comme ça. Voilà l'interdépendance. C'est pourquoi en fait l'homme est en tout cohérent, indissociable. Okay. Voilà. Bon, je vois. Donc il faut faire de bons choix, un bon rythme, des activités. Bon voilà. Oui, avoir un certain équilibre avec soi, et avec les autres. Donc, c'est ça? D'accord. Est-ce qu'on peut aller déjà sur la dimension spirituelle? Est-ce que selon vous, en quoi est-ce que nos habitudes peuvent nourrir ou même appauvrir, si je peux le dire, notre vie spirituelle? Alors, lorsque nous évoquons la notion de spiritualité, à mon avis, c'est la dimension la plus profonde, la plus subtile et la plus déterminante dans notre quête du bonheur personnel. Parce que la spiritualité renvoie à la quête de sens, la notion de sens, meaning en français, d'accord, ou purpose, donc la raison d'être, d'accord. Et puis tu te rendras compte que dans toutes les cultures, la notion de prière, d'accord, et de méditation sont en fait des pratiques qui aident les gens à rentrer en eux-mêmes, à se connecter avec leur vrai eux-mêmes. C'est comme si en fait, c'est même au-delà du psychologique, même si c'est vraiment difficile de séparer le spirituel du psychologique, d'accord? Et donc, si on vit par exemple, d'accord, une vie purement égoïste, repliée sur soi-même, si on n'a pas de temps de méditation, donc pour les croyants par exemple, donc de prier Dieu, d'accord, il doit y avoir, l'individu va expérimenter une sorte de vide ou de manque. Je pense que toi aussi tu pourrais en témoigner lorsque tu passes des jours sans aller à l'église par exemple, où il y a le moment où chacun, c'est vrai, on est à l'église, on est ensemble, mais il y a aussi des occasions d'intimité avec le Seigneur, où tu joues en même temps, où tu es même encouragé par la présence de l'autre, ça c'est un aspect, mais aussi des moments personnels où tu as le temps de prier, de lire, de faire une lecture spirituelle, biblique pour t'imprégner de cette sensibilité,
qui est au-delà en fait de la dimension purement matérielle, d'accord, ou naturelle. Là, tu sens, si tu viens de passer quelques jours sans cela, là tu sens un malaise profond qui ne peut pas être comblé ou satisfait par la quantité d'argent que tu peux recevoir. Tu sens au fond là quelque chose ne va pas. Donc ça c'est alors très important. Et lorsque tu as déjà développé l'habitude de méditation, de prière, de communion fraternelle, ou de faire des services désintéressés, donc d'investir dans quelqu'un d'autre, juste sans aucune spéculation, sans espérer, en bénéfice. En retour, là tu te rends compte que tu dis écoute, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Donc c'est pour cette raison en fait qu'il y a effectivement la relation entre cela. D'accord. Est-ce que vous avez des rituels, des habitudes, des pratiques, genre prière, méditation, lecture spirituelle, des trucs comme ça qui soutiennent votre équilibre, je dirais, intérieur? Est-ce que vous avez des rituels ou alors, je veux dire, est-ce que je peux savoir les pratiques que vous avez? Là, alors, vous me posez des questions, vous voulez entrer dans les choses en fait que j'aime. Oui, avec notre culture, il y a des choses qu'on dit pas publiquement, d'accord? Mais je vais essayer d'agir contre cet homme-là qui a été fabriqué par la société. Voilà. Des fois, j'aime passer des moments avec moi seul. D'accord. Et des fois, je dis aux gens que les moments les plus précieux de ma vie, c'est lorsque je suis seul. Dans ma chambre, enfermé, et que ceux qui habitent avec moi ne savent même pas que je suis là. Ils m'ont des fois disent est-ce que tu étais là? On pensait que tu n'étais. Alors c'est vraiment les moments les plus privilégiés, les plus importants pour moi, parce que j'ai l'occasion vraiment, je sens que je vis. Vous voyez, et ces choses de choses je le fais régulièrement, dans le meilleur des cas, d'accord. Et c'est une habitude que j'ai toujours développée depuis plusieurs années, et ça m'a, et c'est dans ces moments-là où les plus grandes décisions de ma vie ont été prises, d'accord. Et une fois habitué à cela, et que on passe pas des fois des moments sans le faire, c'est comme si on est un mort vivant. On se sent déconnecté de soi-même. C'est comme si on est aliéné, on est devenu étranger à soi-même. C'est comme si on est perdu. Ça je sais, d'accord. Et donc c'est même le moment pour moi de recadrer ma vie, de réévaluer ma vie, recadrer ma vie, reconsidérer ma vie. Là je suis en train de parler de façon générale, d'accord. Vous voyez que l'homme là fabriqué par la culture est en train de répondre sans répondre en même temps. D'accord. Ok, disons qu'on est un peu similaire, mais moi, quand même, je peux aller dans la dimension de dire, je suis occupée, mais en fait, je suis seule avec moi. Donc voilà, donc c'est ma ligne, toi. Oui, mais de toutes ces façons, on est occupé par soi, n'est-ce pas? Oui. Je trouve qu'en fait, c'est un secret que je me partager. Je veux dire, oui, je suis occupé, je suis pris ou je suis prise. Donc, en disant, ça veut dire, je suis occupé à m'occuper de moi-même. C'est ça. Voilà. Et quelque part, il faut prendre soin de soi. Le monde a besoin de nous. Dites-moi, est-ce que vous pensez que le rythme de vie de ce monde, je dirais moderne, nous éloigne de notre dimension spirituelle? Est-ce que vous pensez que ce mode de vie, ces tendances qui sont là, est-ce que vous pensez que ça nous éloigne de notre dimension spirituelle? Hey, beaucoup.
Beaucoup. Vous savez, actuellement, il y a un concept. Un concept, une expression qui ne date pas de très longtemps. On parlait de l'hygiène numérique. Ok. Donc, vous voyez que avec les écrans, en commençant par le téléphone, d'accord, si on en fait un usage excessif, une surconsommation des écrans, d'accord, avec les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, et ainsi de suite. Il y a trop de choses. Alors, si on ne fait pas attention, si on n'apprend pas à se discipliner, donc, à mettre de cette hygiène numérique à l'intérieur de notre vie, on se retrouve éloigné de nous-mêmes, de la société, tout en ayant l'illusion qu'on est en train de vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'introverti, lui, il est dans son coin, avec son écran. Mais c'est pas parce qu'il est introverti qu'il est immunisé contre les distractions là sur les réseaux sociaux. Il est là. Il va se complaire dans son monde à lui. Mais en même temps, il est avec son téléphone et il parcourt le monde entier. D'accord? Et en même temps, il est déconnecté de son monde social réel, le vrai. Voilà alors pourquoi ça c'est en plus par rapport aux problèmes déjà qui sont déjà là. Ça veut dire le rythme de vie, le travail, ainsi de suite. Donc c'est une sorte d'aliénation dont je parlais tout à l'heure. Et la discipline, enfin, la personne qui peut vraiment jouir de sa vie actuellement, c'est aussi celle qui a la capacité d'intégrer dans sa vie la discipline pour faire un bon usage, un usage approprié, de ce monde numérique qui nous a envahi, qui a envahi notre quotidien. Yeah. Wow, d'accord. Ok, je pense que on peut déjà aller sur l'aspect, je dirais, de changement à faire, une certaine prise de conscience. J'aimerais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à changer certaines habitudes. Quel est cet événement déclencheur? Quelle est cette chose qui a déclenché ce changement au niveau des habitudes? Ok, je veux partager avec vous un truc qui peut paraître pas, comment dirais-je, pas compréhensible. Oui, parce que ceux qui me connaissent de près, vous savez que donc pendant plusieurs années, j'étais pas quelqu'un qui avait un bon rapport avec la nourriture. D'accord. Donc c'était comme si en fait, oui, c'est bien de manger, mais la nourriture, c'est si la sensation de faim, d'accord, est résolue, le reste, je fais ma vie. Et en ce moment, il n'y a pas très longtemps, ma santé commençait à en pâtir. Alors un jour, je vais à l'hôpital pour vérifier si j'ai attrapé le paludisme. Et c'est le poids, ce qu'on appelle, ce que les médecins appellent les paramètres vitaux, température, poids, ainsi de suite. Et le poids qu'on a trouvé, j'ai dit, j'ai compris. J'ai pas eu besoin de qui que ce soit pour me dire, j'ai compris pourquoi j'étais devenu maladif. Donc depuis un certain temps, et répétitivement, j'ai compris. Parce que donc je me disais, écoute, si juste on peut manger, le reste il faut travailler. Alors j'ai commencé à reconsidérer mes habitudes alimentaires. Et là j'ai commencé à prendre la nourriture comme un médicament, comme un antibiotique. Alors j'ai commencé à revoir donc mes habitudes alimentaires sur le plan qualitatif et quantitatif. Et depuis ce temps-là, toutes les maladies ont disparu.
et l'énergie, la vitalité. Oui. Donc ça, c'est un changement non moindre dans ma vie. Lorsque je raconte cela aux gens, ils rigolent. Et même l'impact est visible sur ma vie, parfois sur mon corps. Toi aussi, tu peux en témoigner. J'espère que ça vous arrive d'aller prendre un burger, même si ça paraît malsain. Une fois, ne tue pas, n'est-ce pas? Ok, s'il dit que ça paraît malsain, hein, McDonald's pourrait t'en vouloir. Il faut faire attention, d'accord? Donc tu vois, oui, avec mon fonctionnement cartésien, donc à beaucoup d'égards, certains égards, j'ai vraiment te dire que je dois être satisfait dans mon rationalisme avant de jouir dans la bouche. Pourquoi? Donc, ça veut dire, je réfléchis d'abord qu'est-ce que je vais consommer, qui je vais prendre. Maintenant, alors, j'essaie aussi de balancer, de mettre de l'équilibre en surveillant la fréquence, à laquelle je consomme certaines choses. Oui, ici un hamburger, bon, maintenant tu me rappelles que ça fait plusieurs jours que j'en prends pas, donc je peux dire, ça fait longtemps que je prends pas un coca, là je peux prendre. Ça fait longtemps que je prends pas un hamburger, je peux prendre, parce que c'est aussi utile, d'accord, pour la santé. Mais c'est l'usage et la fréquence. Donc, ouais, en fait l'équilibre, c'est une notion de mesure. La mesure. Donc ça veut dire la qualité et la quantité, la fréquence. D'accord? Parce que tout excès est mauvais, comme on dit. D'accord? Et cela, en fait, nous amène à la notion appelée la sagesse. En fait, la sagesse, c'est l'équilibre. En d'autres termes. Ah oui, savoir mettre chaque chose à sa place et en faire un bon usage. D'accord. Dites-moi alors, s'il y a quelqu'un qui souhaiterait rééquilibrer sa vie sans savoir par où commencer, quels sont les conseils que vous lui donnerez? Ok. Première chose, proactivité. D'accord. Les responsabilités. Ok. Vous voyez, le caractère subtil de l'habitude. L'habitude finit par faire de toi la personne qui tu deviens, et tu risques de confondre ton caractère, ta nature, ta personnalité et ton identité. Vous voyez qu'en fait c'est trop fort, c'est trop coriace, c'est trop dur. En ce moment, on ne sait pas par où commencer. D'accord? Mais de la même manière que tu as fait, tu as contribué, tu as travaillé à faire de toi la personne que tu es devenue, ainsi tu peux déconstruire ce processus en installant d'autres nouvelles habitudes. Ça, il faut alors la proactivité. Ça veut dire, je suis responsable de cette personne que je suis devenue. D'accord? Donc tu prends la responsabilité de ta vie. Tu prends en main, d'accord, la responsabilité de ta vie. Ça, c'est le point de départ. Parce que si on reste dans le déni, dans le découragement, d'accord, ou bien si on est dans la démarche de victimisation, là, aucun changement n'est possible. D'accord? Alors, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut commencer à surveiller les habitudes, tes habitudes, bon, on peut dire en anglais des patterns, donc ça veut dire des schémas de fonctionnement récurrents et réguliers. Il faut d'abord les observer. D'accord? Parce que tu ne peux pas déconstruire ce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas changer ce que tu ignores. D'accord? Et il faut viser, donc il faut voir tes habitudes par rapport à ton rapport avec la carrière. Comment tu développes ta carrière? Tes finances. Ta santé. Donc, tes finances, ça veut dire où va ton argent. D'accord? Et qu'est-ce que tu peux changer? D'accord? Ta santé, tes habitudes alimentaires, tes habitudes hygiéniques, d'accord? Tes relations. Est-ce que tu es coupé
du reste de ton monde social, d'accord, ou bien tu es trop dans les relations là, tu te perds, vous voyez ce que je veux dire là, ok? Et tu vas voir les loisirs, il y a des gens qui bossent, qui travaillent, mais qui n'ont jamais le temps de se relaxer, ok? Le loisir, tu me poses la question, mais quel est ton loisir? Je ne sais pas. D'accord? Il y a quelqu'un d'autre qui va regarder tous les matchs comme si c'est un journaliste du sport. Et il ne le fait pas, il fait pas dans les moments de loisir. Il le fait juste parce que c'est la saison. D'accord? Mais il ne réalise pas grand chose sur le plan croissance personnelle, développement personnel et professionnel. D'accord? Donc, tes objectifs personnels. D'accord, mais aussi ta contribution à la société, à la communauté. D'accord. Donc là, je parle du sens. Donc il y a moyen de s'observer dans chaque domaine et dire là, cette société est une mauvaise habitude et je peux la remplacer par ça. D'accord. Donc autre chose, après avoir fait ça, il faut établir ça peut être une fois par semaine ou une fois le mois, d'accord, ou prendre des rendez-vous avec soi-même. Ça veut dire pour donc évaluer, regarder à sa vie, comment ça fonctionne. Parce que si on ne le fait pas, on se retrouve dans un style de vie automatique et inconscient. J'appelle ça vivre de façon automatique et inconsciente. D'accord? On ne peut rien changer. Donc on est en fait comme une marionnette, ok, à la merci des circonstances et des programmes, d'accord, des autres. On se retrouve partout, mais souvent contre nous-mêmes. Et on n'en est pas conscient. Et la dernière chose est que il faut toujours commencer par de petites choses. Vous pouvez dire, écoute, je commence par faire, par exemple, 10 minutes de marche chaque matin. Alors, comme l'appétit vient en mangeant, vous faites 10 minutes aujourd'hui. Si vous êtes fidèle, demain, vous aurez envie de faire 20. D'accord? Et ainsi de suite. Si vous dites, par exemple, je me rappelle, est-ce que je peux partager avec ça? Partager ça? C'était une collègue qui disait, écoute, moi, j'ai du mal à m'en passer du lait de poudre. Donc, c'est devenu automatique depuis mon enfance. Et puis, il m'a dit, coach, est-ce que tu peux m'aider? D'accord. Et puis, je lui pose la question, à quoi ressemble votre mode de fonctionnement? Il me dit, chaque jour, à 6h45, d'accord, je commence à prendre la cuillère, d'accord, et je commence à mettre dans ma tasse de thé. Alors, on s'est dit que 10 minutes avant, je lui envoie un message, matinalement. On l'a fait pendant 30 jours. Et à un certain moment, et puis on s'était convenu que si la personne, si elle triche, ok, elle va être honnête pour me payer un certain montant d'argent. D'accord? Alors, systématiquement, la personne s'est dit, au début c'était dur, le deuxième c'était dur, la troisième c'était encore dur, mais systématiquement, c'était mon même écoute, maintenant l'habitude s'est déjà installée. Je ne suis plus tenté. Mais au début c'était dur, c'était difficile. Donc, il y a toujours moyen de commencer par petit et grandir. Si vous voulez changer vos habitudes et que vous voulez le faire en même temps et beaucoup de choses, ça échoue. Parce que l'énergie émotionnelle, mentale que ça exige est trop grande. Parce que, souvenez-vous, ça s'est construit avec le temps. Mais il faut amorcer le changement par de petits changements. Et pour conclure, il faut mettre en place des systèmes qui vous aident à vous réguler. D'accord? Autorégulation, ça veut dire, comme ma collègue qui m'a dit, écoute, est-ce que tu peux m'aider? C'est un système en fait. D'accord? Ça veut dire qu'il chercher de l'aide à partir de l'extérieur. D'accord. Voilà. Ah, ok. Wow, merci beaucoup, coach, pour ce moment. Je pense que on va y travailler pour créer des habitudes, pour avoir un équilibre, pour forger une seconde nature, comme vous l'avez dit, comme on le souhaiterait. Et voilà, et puis jusqu'à ne plus se reconnaître, mais en bien, quoi. En bien, d'accord.
D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci pour tout.